Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, puis aux organisateurs pour l'opportunité de présenter les résultats préliminaires de mon projet de doctorat qui vise à évaluer une formation en santé mentale qui a été offerte aux médecins généralistes travaillant dans la région du Grand Tunis, qui se situe dans le nord de la Tunisie. Puis, je tiens aussi à remercier donc, mes superviseurs, bien sûr, mais aussi, c'était une belle collaboration de plusieurs personnes, donc quelques membres du ministère de la Santé en Tunisie, le bureau de l'OMS en Tunisie, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, plus précisément le Centre collaborateur OMS-OPS pour la formation et la recherche en santé mentale. Le plan de la présentation aujourd'hui. J'aimerais vous présenter quelques enjeux en santé mentale, spécifiquement dans les pays à faible et moyen revenu. Et cette discussion va alimenter notre perspective sur les enjeux en santé mentale en Tunisie. Et par la suite, j'aimerais vous parler de la recherche, donc son objectif, sa méthodologie, quelques résultats préliminaires et les prochaines étapes de ce projet. Donc, depuis 2007, la santé mentale globale commence à prendre beaucoup d'ampleur dans le monde, surtout après la publication d'une série de 6 articles dédiés à la santé mentale, puis les lacunes dans le domaine de la santé mentale, surtout dans les pays à faible et à moyen revenu. Puis cette série d'articles a été publiée dans le Lancet, ce qui veut dire qu'il y a eu une visibilité énorme pour le domaine de la santé mentale globale. Et après, vers 2010, il y a eu une mobilisation pour une définition. Comment définir le concept de la santé mentale globale? Et aujourd'hui, la définition qui a été proposée, c'est un domaine d'études, de recherche et de pratique qui vise à améliorer la santé mentale et atteindre l'équité dans le domaine de la santé mentale à travers le monde. Donc, au cœur de cette définition, on voit que c'est l'atteinte de l'équité en santé mentale partout dans le monde. Mais ceci devient difficile lorsqu'il y a des lacunes en santé mentale, surtout dans les pays à faible et à moyen revenu. C'est clair qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais je vais juste vous donner un aperçu rapide de ces lacunes en santé mentale. Premièrement, il est estimé que dans le monde, 450 millions de personnes souffrent d'un problème de santé mentale et 80% de ces personnes se situent dans les pays à faible et à moyen revenu. Mais selon le plan d'action en santé mentale qui a été publié en 2013 par l'OMS, entre 76 et 85% de ces personnes ne reçoivent aucun traitement. Donc, on commence à se demander pourquoi ces statistiques alarmantes. Bien, premièrement, selon l'Atlas de la santé mentale qui a été fait sur l'année 2014 et a été publié en 2015, on voit que seulement 20% des ressources humaines en santé mentale travaillent dans les pays à faible et à moyen revenu, malgré l'énorme fardeau causé par la maladie mentale. Donc, c'est très peu. Et deuxièmement, si on regarde les investissements financiers qui sont faits en santé mentale, on voit que en estimé, selon l'Atlas, 1% des budgets de la santé est alloué à la santé mentale dans les pays à faible et moyen revenu. Et ça, c'est des estimés. Donc, on a des pays comme l'Inde, par exemple, où le budget alloué à la santé mentale est 0,06%, malgré le fait que 60 millions de personnes en Inde souffrent d'un problème de santé mentale. Et juste pour vous mettre en perspective, ce 60 millions, c'est plus que la population totale en Afrique du Sud. Si on parle de la Tunisie investit environ 1% de son budget de la santé à la santé mentale, malgré le fait qu'il y a une estimée de prévalence de la maladie mentale dans le pays à 40%, ce qui est presque la moitié de la population. Et c'est pas surprenant que si on sous-investit dans un domaine comme la santé mentale, qu'il y a des répercussions sur la qualité de vie des personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale, mais aussi leur espérance de vie. Et ça, c'est aussi montré dans les pays qui sont dites les plus égalitaires au monde. Et selon l'OMS, les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale sévères meurent de 10 à 25 ans plus tôt que la population générale. Puis évidemment, c'est des estimés aussi.
Et c'est causé par des morts qui peuvent être prévenues, comme le suicide, par exemple. 75% des suicides dans le monde arrivent dans les pays à faible et à moyen revenu. Et la plupart de ces pays n'ont pas de plan d'action pour la santé mentale, ni un plan d'action pour prévenir le suicide. Donc ça, c'est juste un contexte très rapide des enjeux en santé mentale, surtout dans les pays à faible et moyen revenu. Puis j'aimerais changer le focus un peu sur la Tunisie, mais avant de vous parler des enjeux en santé mentale en Tunisie, c'est important de comprendre le contexte actuel. Donc en 2010, la Tunisie a fait face à une révolution à cause des taux élevés de chômage, mais aussi de la corruption politique, ce qui a fait en sorte que le président Ben Ali, qui est en pouvoir depuis 1987, a fui le pays. Mais post-révolution, les choses demeurent, le climat demeure quand même difficile. Le taux de chômage reste élevé à environ 15,5 %, surtout chez les jeunes diplômés. Il y a eu beaucoup de coups de violence dans les dernières années, beaucoup d'attentats, ce qui a fait en sorte que le tourisme, depuis 2015, a baissé de 50 %. Et ça a un impact sur le climat économique du pays. Puis troisièmement, d'après une étude qui a été faite, une enquête sur auprès de 882 Tunisiens volontaires sur le climat émotionnel et l'appartenance sociale, 88 % des Tunisiens estiment le climat émotionnel plutôt mauvais ou très mauvais. Et 60 % de ces Tunisiens mentionnent qu'il y a une ambiance de colère et d'agressivité entre les gens. Donc, ce contexte difficile a eu un impact sur la santé mentale en Tunisie. Premièrement, selon le rapport annuel du suicide et des tentatives de suicide qui a été publié en 2015, il y a eu une augmentation alarmante de suicides chez les jeunes par des méthodes très violentes, comme l'immolation en public et la pendaison. Deuxièmement, il y a eu une augmentation des consultations pour les troubles anxieux et les troubles dépressifs, surtout chez les femmes. Et troisièmement, il y a eu une augmentation de la prévalence des troubles reliés à la consommation de drogue, spécifiquement par le cannabis et l'ecstasy, et surtout chez les jeunes aussi. Donc, 70 % des personnes vivant avec des problèmes de consommation de drogue ou alcool ont moins de 35 ans dans le pays. Mais ici, on voit qu'il y a plusieurs lacunes concernant les ressources spécialisées en Tunisie. Puis c'est des lacunes qui se répètent dans plusieurs autres pays à faible et à moyen revenu. Donc, comme mentionné, il est estimé qu'environ 1 % du budget en santé est alloué à la santé mentale en Tunisie et 50 % de ce budget est alloué à la seule hôpital psychiatrique dans le pays, qui est dans le nord de la Tunisie. Et ça, c'est très commun dans plusieurs pays à faible et moyen revenu, que la moitié du budget est alloué à une seule institution. Ce qui veut dire aussi que plus de la moitié des lits qui sont alloués à la santé mentale sont à Razi, qui est la seule hôpital psychiatrique. Deuxièmement, si on regarde les professionnels qui travaillent en santé mentale, on voit qu'il y a une pénurie de psychiatres et de psychologues. Puis ça, c'est des professionnels qu'on pense souvent, c'est les premiers professionnels à qui on pense lorsqu'on fait référence à la santé mentale, mais il y a beaucoup d'autres professionnels de la santé qui travaillent en santé mentale qui vise à promouvoir le rétablissement de la personne, mais aussi sa réintégration dans la communauté, comme les travailleurs sociaux et les ergothérapeutes, et sont clairement extrêmement en manque en Tunisie aussi. Puis la majorité de ces ressources spécialisées, comme mentionné, sont dans la région du Grand Tunis, donc le nord de la Tunisie, ce qui fait en sorte que les ressources spécialisées sont dans un endroit du pays et au détriment du reste du pays, puis une balance équitable dans le pays. Donc, cela veut dire que les médecins généralistes n'ont pas nécessairement le choix de jouer un rôle important dans le domaine de la santé mentale. Puis, 1/3 des consultations qui sont faites par les médecins généralistes du Grand Tunis, même si la majorité des ressources spécialisées sont dans ce territoire, sont reliées à la santé mentale. Et il y a beaucoup d'études qui démontrent que ces médecins généralistes ont une capacité limitée en santé mentale. Et ça, c'est des données qu'on voit aussi partout dans le monde, même au Canada. Puis une étude qui a été faite par Dr Melki, qui travaille avec nous sur ce projet,
mentionne que dans une région en Tunisie, qui est proche du Grand Tunis, la région de Monastir, mentionne que 87,5% des médecins généralistes trouvent que la prise en charge des patients vivant avec des problèmes de santé mentale est difficile. Puis il y a 3 raisons spécifiques. Premièrement, formation insuffisante, manque de maîtrise sur les psychotropes et une peur, carrément une peur de traiter la maladie mentale. Ce qui a fait en sorte que le ministère de la Santé en Tunisie voulait trouver une solution pour accroître les capacités des médecins généralistes en Tunisie, puis spécifiquement en offrant une formation aux médecins généralistes. Et la formation qui a été implantée dans la région du Grand Tunis, qui est un projet pilote, c'est la formation de Mental Health Gap Action Program qui a été développée par l'OMS en 2008. Et en 2010, l'OMS a développé un guide d'intervention pour accompagner cette formation. Puis le guide d'intervention, il y a des algorithmes de détection, de traitement et de gestion pour des conditions que l'OMS pense prioritaires en santé mentale. Et évidemment, ça, c'est une formation qui est standardisée, ce qui veut dire qu'il y a eu un processus d'adaptation de 2 mois environ de cette formation pour faire en sorte que cette formation réponde aux réalités locales, spécifiquement du Grand Tunis où cette formation a été implantée. Donc, premièrement, il y a eu un développement d'un modèle et un programme de formation. Un module a été offert par semaine pour un total de 5 semaines. Et les 5 modules ont été choisis par les membres du ministère de la Santé. La dépression, le suicide, l'automutilation, la psychose et les problèmes reliés aux consommations de drogue et alcool. Et il y a aussi eu une contextualisation du matériel de la formation, spécifiquement le langage qui était utilisé entre les médecins et aussi entre les médecins et leurs patients. Et par rapport aux ressources qui étaient disponibles ou non disponibles dans le pays aussi. Donc, l'objectif de la recherche est d'évaluer l'impact de cette formation en santé mentale qui était offerte aux médecins généralistes travaillant dans la région du Grand Tunis. Et le Grand Tunis comporte 5 gouvernorats, l'Ariana, Benarous, Manouba et Tunis. Et on voulait évaluer cette formation sur 3 critères. Premièrement, c'était les connaissances en santé mentale, spécifiquement ceux qui étaient reliés au module qui était choisi. Deuxièmement, c'était les attitudes envers la maladie mentale, mais aussi la profession de la santé mentale. Et troisièmement, c'était l'auto-efficacité dans la détection, le traitement et la gestion de la maladie mentale dans les soins primaires. Et l'auto-efficacité veut dire la confiance, perception de la confiance dans ses capacités. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats préliminaires seulement sur les échelles de connaissance et auto-efficacité. Donc, la méthodologie qu'on a employée, on a fait une étude randomisée à 2 bras et les 2 bras étaient 2 groupes. Donc, les médecins étaient soit randomisés au groupe 1, qui a eu la formation en février-mars 2016, ou bien le groupe 2, qui a reçu la formation en mars-avril 2016. Et les questionnaires ont été administrés à 3 temps, donc au baseline, avant la randomisation des médecins généralistes. Deuxièmement, on préappelait cette mesure le 2e pré, donc c'est la mesure contrôle pour le groupe 2, et post-formation groupe 1 et groupe 2. Puis on avait 3 hypothèses. La première hypothèse, c'était que post-formation groupe 1, l'hypothèse était qu'il y aurait une augmentation sur le score moyen global des échelles de connaissance et auto-efficacité. Deuxièmement, la deuxième hypothèse était que entre le baseline et le 2e pré, il n'y aurait pas de changement majeur dans les moyennes globales. Et post-formation du groupe 2, comme post-formation du groupe 1, on espérait voir une augmentation du score, sur le score moyen global des connaissances et auto-efficacité. Et pour tester ces hypothèses, on a fait des t-tests à parier, pré et post, formation, mais aussi baseline et le 2e pré pour le groupe 2. Donc, 112 médecins ont été randomisés soit au groupe 1 ou bien au groupe 2. 52 médecins ont été randomisés au groupe 1 et de ces 52 médecins, 44 ont fini l'étude
et des 60 médecins qui ont été randomisés au groupe 2. 43 médecins ont fini l'étude et on a eu la possibilité d'obtenir le deuxième prix de 48 médecins. Puis si on regarde brièvement les caractéristiques au baseline de ces 112 médecins, la majorité était femmes, donc 90 % étaient des femmes. 97 % travaillaient dans le secteur public. L'âge moyen de ces médecins était de 49 ans. Puis ils travaillaient environ 34 heures par semaine. Et cela fait en moyenne 17 ans qu'ils travaillent comme médecins généralistes. Si on regarde les résultats préliminaires sur l'échelle de connaissances, cette échelle a été développée par l'OMS pour accompagner la formation MHGAP, la formation en santé mentale qui a été implantée. Et nous, évidemment, on l'a adapté pour que ces questions reflètent les modules de formation. Donc, c'était sur un score de 16. Puis, ce qu'on a vu, on a vu des tendances qui reflétaient nos hypothèses. Donc, post-formation, groupe 1, on a vu une augmentation sur le score moyen global de l'échelle de connaissances et la différence pré-post était significative. Et pour la mesure contrôle, on n'a pas vu de différence entre les moyennes. Post-formation groupe 2, on a vu une augmentation sur le score moyen global et la différence entre le pré et le post pour le groupe 2, le deuxième pré et le post pour le groupe 2 était significatif. Donc, l'échelle d'auto-efficacité a été développée pour répondre à la formation MHGAP, donc de détection, de traitement et de gestion, et c'est comme ça que la formation est organisée. Donc, l'échelle de détection, c'est sur un score de 50 et comprend des questions sur la croyance qu'ont les médecins en leur capacité de détection par module, mais aussi plus généralement des capacités dans leur application pratico-pratique reliées à la détection. Puis, on voit la même tendance ici aussi. On voit que post-formation, groupe 1 et groupe 2, on voit une augmentation sur le score moyen global et que la différence entre le pré et le post est significative. Puis, on voit aussi que la mesure contrôle, le score global n'a pas changé. Pour l'échelle d'auto-efficacité de traitement, c'est une échelle qui est sur un score de 85 et qui comprend des questions sur la croyance qu'ont les médecins dans leur capacité de traitement, plus généralement par module, mais aussi pour des traitements pharmacologiques, donc par médicaments, mais aussi non pharmacologiques, donc soutien, thérapie, psychoéducation. Et ça, c'est des modules qu'on voit dans le MHGAP aussi, qui reviennent à chaque module. Et on voit les mêmes tendances ici. On voit que post-formation, groupe 1 et groupe 2, on voit une augmentation sur le score moyen global et que cette différence entre le pré et le post a été significative. Et qu'on voit aussi cette même tendance pour la mesure contrôle, que le score global reste pratiquement la même. Pour l'échelle d'auto-efficacité de gestion, c'est sur un score de 40 et ça comprend des questions sur la croyance qu'ont les médecins en leur capacité de gestion par module, mais aussi plus largement, plus généralement, sur des capacités pratico-pratiques en gestion. Puis, on voit ici la même tendance. On voit que pré- et post-formation, groupe 1 et groupe 2, on voit une augmentation sur l'échelle, une augmentation du score moyen global et que pré- et post, que cette différence était significative. Et que pour la mesure contrôle, on voit que les scores demeurent pratiquement les mêmes. Donc, selon ces résultats préliminaires, cette formation pourrait être un outil pour promouvoir l'intégration de la santé mentale dans les soins primaires, qui est une vision globale présentement, vu la pénurie des spécialistes en santé mentale dans les pays à faible et à moyen revenu. Non seulement pour combler les besoins de santé mentale en Tunisie, oui, mais aussi dans les pays à faible et à moyen revenu, mais en utilisant des ressources qui sont déjà existantes. Donc, mobiliser des ressources qui sont déjà présentes et déjà développées. Puis, il y a eu quelques contributions à la littérature. C'est une première évaluation pré et post d'une formation en santé mentale en Tunisie.
ce qui va non seulement accroître la recherche en santé mentale en Tunisie, qui est un manque énorme présentement, mais aussi plus largement dans les pays à faible et à moyen revenu, qui est une priorité en santé mentale globale actuelle. Deuxièmement, c'est une première implantation du MHGAP en Tunisie. Cette formation a été implantée dans plus de 90 pays à travers le monde. Puis la Tunisie, c'est un des premiers pays francophones à implanter cette formation. Et troisièmement, c'est une première étude randomisée employant le MHGAP, mais seulement sur un échantillon de médecins généralistes à notre connaissance. Puis les prochaines étapes de cette étude, c'est on a vu des résultats positifs préliminaires, puis ça serait de voir est-ce que ces résultats sont soutenus dans le temps. Ça serait de voir, OK, oui, après la formation, directement après, on a administré des questionnaires, c'était des résultats positifs préliminaires, mais si on administre ces questionnaires de nouveau 1 an après la formation, ça serait quoi les résultats? Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention.